Bonjour à tous et bienvenue dans le 4e des prix de la saison consacré au Grand Prix du Japon qui s'est tenu très tôt ce matin et qui nous a offert un petit retour à la normale avec un doublé Red Bull, mais on va voir que les écarts et l'ordre derrière sont assez intéressants à analyser. C'est ce que l'on va faire dans cette vidéo, d'ailleurs n'hésite pas à t'abonner si tu veux soutenir la chaîne et on démarre tout de suite le débrief avec un début de week-end qui a été assez peu emballant. La FP1 a été interrompue par un drapeau rouge pendant un petit quart d'heure je crois. La FP2, ça a pas roulé parce qu'il pleuvait et du coup la FP3, elle a été très particulière et assez illisible. Selon les niveaux d'essence, selon les pneus utilisés, ça a donné beaucoup d'inconnus pour la suite du week-end et pas vraiment grand chose pour analyser. La qualif, elle a été assez peu surprenante car hormis la première ligne de Sergio Pérez depuis Miami, et oui ça commençait à remonter, et les McLaren plus performantes que les Ferrari, le reste c'était du classique avec une pole de Verstappen, devant une meute assez serrée mais toujours un peu les mêmes visages, et ensuite on avait Tsunoda meilleur des autres devant Hülkenberg et le reste se suivait de manière assez logique, pas de grosses surprises. Malgré tout, les chronos de cette qualif ont montré qu'on allait toujours vers le sens du resserrement du niveau de performance. Red Bull est l'équipe qui a le moins gagné de temps par rapport au dernier Grand Prix ici qui s'est tenu il y a 6 mois seulement en fin de saison dernière. C'est assez révélateur. Je montrerai bientôt un autre graphique dans quelques instants qui lui est très parlant sur cette question des rythmes resserrés. Et donc nous sommes arrivés à la course avec certes pas mal d'inconnus mais un suspense limité puisqu'à la régulière les 2 premières places étaient pour les Red Bull. Derrière le podium allait se jouer entre Sainz et Norris. Certes le groupe d'Alonso Mercedes allait être très serré et les derniers points étaient jouables entre les Racing Bulls et Stroll. Ce serait également aussi assez serré sur le gros groupe de fond de peloton mais voilà, c'était ce qu'on nous promettait, pas énormément de choses. Au départ, aucun changement dans le top 9, mais derrière, les 2 Racing Bulls restent totalement scotchés et perdent très gros. Ricciardo va même tout perdre au 2e virage puisqu'il s'accroche avec Alexander Albon. Alors, mon avis sur cet incident, c'est que c'est purement un incident de course, même si oui, c'est Ricciardo qui tasse Alexander Albon. Pour moi, c'était un départ, donc on sait que c'est compliqué, la piste elle est très serrée. Et surtout Ricciardo, il a Stroll à surveiller du côté intérieur. Le prochain virage est également côté gauche, donc c'est normal qu'il regarde de ce côté-là. Et en plus, pas sûr que s'il avait jeté un coup d'œil dans le rétro, il aurait pu voir Albon à cause de la petite taille des rétros et de l'angle mort. Donc bon, d'ailleurs les 2 pilotes l'ont dit, même Albon, pour moi, ça arrive effectivement, c'est le mouvement de Ricciardo qui entraîne l'accrochage, mais incident de course. Dernier mot là-dessus, j'ai été assez surpris par la réaction des barrières, par le mur de pneus qui s'est presque désolidarisé par moments. J'ai trouvé que pour un petit choc entre guillemets, il y avait de gros dégâts. Voilà, j'ai pas l'impression d'avoir déjà vu ce type de dégâts sur des pneus ailleurs qu'à Suzuka où on sait les règles de sécurité au Japon sont parfois un peu différentes. Donc je me suis posé la question, je suis pas expert, je veux bien votre avis en tout cas. On a été obligé de mettre un drapeau rouge qui quelque part a sauvé une petite partie de la course de Tsunoda puisqu'il a pu se refaire au 2e départ et passer de la 12e à la 9e place. Ça a totalement changé sa course. Et l'autre gros changement, c'est Leclerc qui arrive à prendre la 7e place à Hamilton. À partir de là, c'est la stratégie qui a été le cœur de la course et ça a été assez intéressant parce qu'en fait les équipes étaient dans des situations différentes et ont fait des choix différents. Déjà, il ne leur restait pas tous le même nombre de pneus hard et médium. De 1, ça dépendait dans quel sens. Certains ont décidé de chausser tout de suite des pneus sous le drapeau rouge, d'autres non. Et ça dégradait finalement énormément, ce qui a offert 2 arrêts malgré la gamme la plus dure de Pirelli. Donc finalement, je ne m'y attendais pas, mais ça a un petit peu sauvé la course, l'aspect stratégique, parce qu'au moins il se passait des choses, il y a eu des stratégies, des undercuts. Sans ça, s'il n'y avait eu qu'un arrêt et pas de drapeau rouge, ouais, je pense qu'on se serait ennuyé vraiment fermement à Suzuka. D'ailleurs, on le voit sur ce graphique fourni par Pirelli, ça a été très varié niveau stratégie, on va y venir au cas par cas, mais c'est vraiment ça, cette variété qui a sauvé la course des abysses, sinon c'était terrible. Dernière chose avant de passer au débrief équipe par équipe, j'ai préparé une petite infographie pour comparer les écarts entre Suzuka 2023 et 2024. C'est totalement comparable puisque ça a été 2 courses propres dans les mêmes conditions météo. Évidemment, c'est pas parfait, mais c'est très parlant. Vous allez voir, je vous affiche ça. Voilà, vous avez les écarts des 2 pilotes avec Verstappen sur Suzuka 2023 puis 2024 et donc la comparaison. On voit que Ferrari, clairement, a refait 52% de son retard, la moitié. Ils ont gagné 23 secondes par pilote, c'est assez incroyable. En revanche, petite claque pour McLaren qui était la 2e force ici l'an dernier et qui là a assez largement perdu. On voit que du côté de Mercedes, il y a un petit gain, mais vraiment tout petit. Ça montre que finalement, on va y venir,
ils en sont presque au même point. Aston, ou plutôt Alonso, parce que c'est le seul pilote valable, eux, ils revivent, ils étaient complètement largués l'an dernier en arrivant à Suzuka. Ils ont comblé une bonne partie de ce retard, ça reste encore loin, mais Dieu merci, ils ont fait quand même un beau pas en avant. Voilà, en tout cas, je vous laisse screener et commenter cette infographie. J'espère que ce petit effort de mise en présentation, de mise en image vous plaira. Je trouvais ça extrêmement parlant. Certes, Red Bull reste devant, mais certains arrivent à se rapprocher, on le voit. Et puis voilà, en plus, Suzuka, c'est un circuit favorable à Red Bull. Donc ils sont finalement pas tant d'avance que ça. Bref, il va falloir suivre le développement et justement, on va commencer à l'aborder en passant au cas par cas pour être encore plus précis sur le week-end de chaque équipe et de chaque pilote comme dans chaque des prix. C'était un week-end important pour Red Bull qui voulait répondre après l'abandon de l'Australie et qui apportait surtout un énorme package d'améliorations. Finalement, pas de zéro ponton comme ça a longtemps été la rumeur, en tout cas pas vraiment. On voit que les concepts évoluent quand même largement d'année en année. Il y a eu là un nouveau fond plat et une nouvelle entrée d'air, on va dire, sur le côté haut du sidepod, qui est quand même une nouveauté, un concept atypique qu'on ne voit pas sur la grille. Eh bien, ça a parfaitement fonctionné. Certes, la marge n'est pas sensationnelle, énorme, écrasante, mais elle est claire, elle est large, ils sont complètement intouchables. C'est un petit peu moins vrai en qualif, mais en course, personne ne peut les embêter. Ils ont pris un doublé. Voilà. Les autres arrivent à rattraper, à avancer, mais eux conservent toujours leur coup d'avance au pluriel. Malgré une Q3 pas optimale, et oui, on peut être en pole sans avoir été particulièrement génial et en n'ayant pas fait le meilleur tour possible. Eh bien Verstappen a quand même fait un week-end de parfait, surtout le dimanche où il a été d'une précision et d'une facilité qui sont en fait habituelles pour lui. Encore un succès, c'est l'ogre de la Formule 1, il reprend plein de points d'avance et voilà, ce quatrième titre, c'est le sien, à moins que quelqu'un arrive à lui enlever, mais on ne voit pas qui. Et le gros bonus de Red Bull, c'est que Pérez est là, et bien là, quelle différence par rapport à il y a 6 mois où il était sur ce même circuit complètement perdu, sous une énorme pression, et on peut même dire humilié avec ses tours de la honte après avoir abandonné. Là, il est à moins d'un dixième de max en qualif, ce qu'il n'a quasiment jamais fait dans toute sa carrière chez Red Bull, et il ne termine qu'à 12 secondes sans embûche dans le Grand Prix. C'est le job absolument parfait pour ce siège de numéro 2 à côté de Verstappen. J'ai même envie de penser qu'il n'y a pas grand chose à faire de mieux dans cette voiture-là. Et en vrai, hormis Melbourne, où quand même à sa décharge, il avait des dégâts qui lui ont coûté un peu cher, il fait un début de saison nickel. Et aujourd'hui, il donne l'impression de ne jamais avoir été aussi serein dans la Red Bull, dans l'écurie Red Bull même, où il semble être plus en odeur de sainteté qu'il y a quelques fois par le passé. Il a complètement inversé le narratif et la dynamique autour de lui, c'est fou. Aujourd'hui, je pense ne pas me tromper si j'affirme qu'à l'instant T, il est le favori à sa propre succession. Ça, on n'y aurait jamais cru. Attention quand même, en Formule 1, la course la plus importante, c'est toujours la prochaine, donc il faut continuer ça au moins jusqu'à l'été, surtout qu'on sait que sur les 2 dernières saisons, il s'est écroulé au bout de 4-5 Grands Prix. Cette fois, il ne faudrait pas que ça arrive, en tout cas, il a été très bon à Suzuka, là où l'an dernier, il avait été cata, et c'est très positif pour Pérez. Ferrari, elle a confirmé qu'elle était bien la deuxième force du plateau et prend, j'ai envie de dire une nouvelle fois, pour la 4e fois en 4 courses, le résultat le plus optimal, le plus grand possible, malgré quand même une bonne série d'embûches sur le chemin. D'entrée de jeu, on a senti que Suzuka leur correspondait moins bien, notamment le dernier secteur où ils ont vraiment peiné. Il manquait aussi d'adhérence sur la grande majeure partie du tour, ce qui leur a coûté cher. Bref, McLaren était devant, ils étaient la 3e force et ils ont encore eu ces soucis d'optimisation, de préparation le samedi où la qualif n'est, elle, pas optimale. Est-ce que c'est la chauffe des gommes? Est-ce que c'est l'utilisation de la fenêtre? Je sais pas, mais en tout cas pour l'instant cette bonne fenêtre, ils ne la trouvent pas le samedi et ça leur coûte un peu cher, notamment à Leclerc qui s'en est le plus mal sorti et qui partait 8e, c'est bas pour une Ferrari. Sainz, lui, était devancé par la meilleure McLaren, donc franchement ce n'était pas idéal, mais ils ont fait le dimanche parfait. Déjà, c'est la confirmation que la SF24, c'est l'inverse de la SF23. Elle est plus à l'aise lors de la course et ça change tout. Sainz, il a été bien placé, il est resté dans le bon wagon, celui avec Norris pour jouer le podium et avec l'erreur stratégique de McLaren sur laquelle on va revenir, il a aisément pris ce podium et il était, on va dire, le meilleur pilote derrière Verstappen. Il continue sur sa lancée de son excellent début de saison. Leclerc, lui, n'a pas suivi la même stratégie qui était la stratégie, on va dire, classique. Il est même le seul à n'avoir fait qu'un arrêt, s'était permis
évidemment par sa position de départ plus basse qui lui permettait de prendre un risque, mais aussi car lorsqu'on ne l'a pas arrêté, qu'il a eu de l'air libre, on s'est rendu compte qu'il avait un super rythme sur le premier relais en médium. Il a tenu le temps des leaders, des gens qui jouaient le podium en tout cas, et quand certains ne pouvaient pas faire plus de 10-15 tours sur les médiums, il a quasiment fait la moitié de la course avec, et c'est ça qui a changé sa destinée, on va dire. Derrière, évidemment, il avait effacé grâce à ça Alonso et Piastri. Il avait déjà effacé Hamilton au départ et il a effacé Norris avec l'erreur de McLaren sur laquelle on va venir évidemment. Un dimanche excellent de sa part et un excellent résultat encore. Je ne comprends donc pas le catastrophisme autour de son cas. Qu'est-ce qu'on a entendu de critique sur lui ce week-end? Certes, il est moins bon que Sainz, moins performant et on l'attend devant, mais il est derrière d'un rien, d'un dixième en qualif, ce qui est un écart tout à fait normal. Malheureusement pour lui, un dixième, c'était de P4 à P8, donc forcément, ça lui empêche de faire de grandes choses. Le rythme est plus dur à comparer le dimanche à cause de la stratégie différenciée entre les deux pilotes, mais il a fait un super boulot et il roulait dans les chronos de Sainz. À la fin, ils ne sont pas sur la même stratégie, les mêmes pneus, donc ça ne sert à rien de comparer. Mais voilà, disons qu'on va dire que Sainz est exceptionnel en ce moment et que Leclerc, lui, est juste bon, voire très bon. Donc certes, on attendrait mieux qu'il soit le numéro 1, le leader devant Sainz, mais dosons quand il s'agit des critiques. En tout cas, nouveau week-end extrêmement positif pour Ferrari. Malgré les embûches, il n'y a que des motifs de satisfaction à l'arrivée sur la partie Grand Prix. Et on voit que la moitié du retard a été récupérée par rapport à il y a 6 mois. Il n'y a plus qu'à récupérer la dernière moitié au fur et à mesure. On avait hâte de voir McLaren sur ce circuit où ils avaient brillé l'an dernier et après un début de saison très positif où la dynamique semblait que dans le bon sens pour eux, on se disait que ça allait vraiment bien marcher ce week-end. À l'arrivée, le bilan est quand même assez contrasté. Du côté positif, on peut quand même dire qu'ils restent dans la bataille avec Ferrari, ça va, ils sont au pire la troisième force, et effectivement, ce circuit les a plutôt bien mis en valeur sur certaines choses, la qualif notamment, qui a été assez super, mais le problème, c'est que la partie Grand Prix ne comporte quasiment que des points négatifs. Déjà, le rythme, selon moi, c'était un petit poil derrière la Scuderia, donc bon, c'est pas terrible, et puis surtout, eh bien, c'est décevant sur un circuit qui, sur le papier, leur était plus favorable qu'au rouge. Et puis on rajoute à ça une vitesse de pointe qui n'est pas excellente du tout, qui pose problème avec un DRS qui n'est pas efficace. Ça les empêche de faire des gros dépassements. Et voilà, dans la course, il faut qu'ils aient la track position, sinon ils seront assez inoffensifs. Disons que le dimanche, ils ne peuvent pas vraiment viser plus haut à cause de ça, et ça va devenir à la longue un souci. Donc bon, c'est pas terrible, on a vu tout à l'heure l'infographie, ils ont perdu du temps, beaucoup de temps par rapport à il y a 6 mois sur le même circuit vis-à-vis de Red Bull. Ferrari a pu s'intercaler entre temps, c'est pas terrible, et il y a eu cette énorme erreur stratégique en faisant s'arrêter Lando Norris en même temps que Charles Leclerc, tout ça pour couvrir George Russell. C'est complètement incompréhensible, c'était beaucoup trop tôt comme arrêt et ils ont réagi à la mauvaise personne. Lando Norris, il était dans la course de Carlos Sainz, il était devant lui à la track position, ils étaient sur la même stratégie. Qu'est-ce qu'ils ont été couvrir Russell qui était sur une Mercedes bien plus loin, bien moins performante avec des pneus bien différents sur une autre stratégie. Certes, s'il ne s'arrêtait pas tout de suite, il serait ressorti derrière Russell, ce qui d'ailleurs a été le cas, mais quoi qu'il arrive, il aurait terminé devant Russell, ça a été le cas, et Russell devait même refaire un arrêt de plus. Se calquer sur Russell, c'est lunaire, je ne vois même pas pourquoi, comment ils ont pu faire cette erreur, comment ça a pu leur venir à l'idée. Le seul enjeu pour Norris stratégiquement dans la course, c'était de rester devant Carlos Sainz sur la piste, de s'arrêter un tour avant ou un tour après lui pour conserver la position à l'under ou l'overcut, pas se faire avoir, c'est tout. Il aurait été 3e sur le podium s'il avait fait ça, malgré une McLaren en rythme parfois un peu plus délicate. Là voilà, il s'est effacé devant Carlos Sainz et il a remis dans le jeu Leclerc. S'arrêter en même temps que Leclerc, c'est une folie de la part de McLaren. Ils auraient dû dire opposite tout Leclerc, puisque s'arrêter en même temps que lui, c'est avoir l'assurance que Leclerc soit devant. Et en plus, sur les mêmes pneus, Lando Norris n'allait pas pouvoir passer. Donc là, ils se sont littéralement offerts à Ferrari. Ils sont passés de 3e à 5e tout seuls. Je pense que voilà, Lando Norris serait arrivé 3e, 4e au pire, sans cette immense erreur stratégique. C'est dur à comprendre et c'est injuste pour un Lando Norris qui a été parfait encore une fois ce week-end sur la lignée de ce qu'il a fait du côté de Melbourne. Piastri en revanche, et ça c'est un nouveau point négatif dans le week-end de McLaren, il m'a largement laissé sur ma faim, alors pas tant en qualif où les 2 dixièmes et demi de retard me semblent être un écart plutôt acceptable et logique, mais c'est sur la partie course qu'il m'a un peu déçu. Alors certes, il est bloqué derrière Alonso et avec la vitesse de pointe de la McLaren, il n'a jamais pu s'en défaire évidemment, mais voilà, son rythme n'est pas vraiment bon et on voit vraiment
vraiment la différence vis-à-vis de Lando Norris. Et à l'arrivée, il y a en plus cette erreur qui lui coûte la place face à George Russell. Ouais, c'est compliqué. Attention, je commence à trouver que Oscar Piastri, il lui manque pas mal de choses. Il n'apprend finalement peut-être pas aussi vite que ça. Et je persiste et signe. S'il ne conduisait pas une voiture qui lui permet d'entrer dans les points, je pense qu'on serait beaucoup plus critique. Et je parie qu'on commencerait à dire qu'il peine à faire décoller sa carrière, son niveau en F1. C'était un week-end vraiment difficile pour lui dans la lignée de Melbourne qui n'avait pas été facile du tout non plus pour lui. On voit encore l'écart avec Norris et attention, on va commencer à être de plus en plus exigeant vis-à-vis de lui. En tout cas pour McLaren, voilà, c'est un vrai revers pour moi ce Grand Prix du Japon. Malgré un circuit pour eux, entre guillemets, ils n'ont pas spécialement brillé, notamment vis-à-vis de Ferrari. L'écart, on l'a vu, il s'est creusé par rapport à il y a 6 mois. Et il y a Piastri qui va leur coûter quelques points au fur et à mesure de la saison. Donc ouais, ils ne sortent pas de là dans un esprit positif, contrairement aux 3 premiers Grands Prix. On l'a vu dans l'infographie diffusée tout à l'heure, le week-end Aston Martin peut être considéré comme positif au regard de la bonne partie du retard qu'ils ont comblé ce week-end, de la 6e place très encourageante d'Alonso devant de beaux adversaires, et au regard du gros package d'amélioration qui a été amené et qui a globalement bien fonctionné. Ils ont changé en gros de fond plat et de ponton, ils se sont approchés un peu plus du style Red Bull dans l'idée et ça a fonctionné notamment j'ai trouvé sur la dégradation qui a été moins problématique qu'elle ne l'a été sur ce début de saison. Évidemment, on peut penser que monsieur Fernando Alonso a un petit peu surperformé, mais voilà, on l'a vu même dans son body language qu'il avait retrouvé une voiture beaucoup plus sympa et simple à conduire et qu'il avait bien utilisée. Donc voilà, c'est une bonne base pour qu'Aston Martin continue d'aller de l'avant. Terminer devant Piastri et les 2 Mercedes, c'est déjà bon, c'est déjà ça on va dire. Évidemment, il aimerait viser le paquet plus haut, hein, Norris et les 2 Ferrari, mais pour l'instant voilà, ça n'y est pas. En tout cas, c'était mieux qu'à Bahreïn, c'était mieux que sur les quelques derniers Grands Prix et c'est positif pour Aston Martin. En revanche, ce qui n'est pas positif, c'est le deuxième pilote évidemment, Lance Stroll qui a pris presque 8 dixièmes en qualification. Il sort en Q1 au moment où Alonso est deuxième temps de cette Q1. Voilà, ça n'a aucun sens, c'est juste pas possible. Et puis à mon sens, sa course non plus n'a pas été géniale. Certes, elle est un peu gâchée entre guillemets par un gros peloton. Il y a eu beaucoup de monde à doubler et il a aussi fait un arrêt de plus que les autres. Je ne sais pas exactement pourquoi Aston Martin a un petit peu merdé, on va dire, sur la stratégie. Mais pour moi, il aurait dû remonter dans les pattes de Tsunoda et aller chercher le dernier point. Surtout que grâce aux 2 départs, il remonte par rapport à sa position de départ. Voilà, pour moi, cette course de Lance Stroll, c'est aussi un échec entre guillemets. Ce week-end, il a rappelé que même si de temps en temps il fait le taf, voire il est bon, eh bien il n'est pas un pilote de top team et que même faire 8 ans en Formule 1, c'est déjà un gros accomplissement pour lui. Il y en a certains qui auraient bien aimé en faire autant alors qu'ils avaient, on va dire, plus de talent, plus de niveau. Voilà, Lance Stroll est un problème et la comparaison avec Tsunoda pour ce siège, puisqu'on sait qu'il va y avoir l'appui de Honda, est assez frappante pour notre ami canadien. Et là même, on va le dire clairement, si Aston Martin ne cherche pas à le remplacer et Dieu sait qu'elle aura de belles options sur le marché, ce sera une faute et on pourra à nouveau se moquer d'elle entre guillemets, en tout cas ne pas la prendre au sérieux car c'était le cas l'an dernier, ce sera aussi le cas cette année. Il va leur coûter des positions au classement. Là, Aston devrait avoir un petit matelas d'avance sur Mercedes pour la 4e place. Finalement, ils n'ont qu'un point parce que Lance Stroll n'est pas là. Voilà. On répète les mêmes choses toutes les 2 semaines. Mercedes justement sur qui on va être très critique parce que même s'ils ont l'air d'avoir compris pas mal de choses et que voilà ils ont gratté un peu de temps par rapport à l'an dernier sur le même circuit et que finalement ça n'a pas été tant l'horreur que ça pour eux sur cette piste alors qu'on leur annonçait que c'était leur pire type de circuit sur toute la saison, eh bien le résultat fait quand même très mal. Samedi, on en était à s'emballer pour une P7 d'Hamilton en qualif, alors qu'à quelques dixièmes près, ils auraient été tous les deux 8 et 9 à leur place naturelle, et qu'en plus, ils ont été aidés entre guillemets par des températures plus fraîches qui les favorisent. Et puis dimanche, on a en fait vraiment vu où ils étaient, c'est-à-dire à la 5e force du plateau. Encore, finalement, ils sont toujours au même point, avec toujours de gros problèmes profonds sur la voiture. Là, c'était la tenue des gommes qui était particulièrement mauvaise, affreuse, hideuse, surtout sur les premiers hards, le premier relais. Voilà. Ils ne tenaient même pas 10 tours et ça leur a empêché d'aller chercher peut-être Alonso et Piastri. On a vu que Russell à la fin revenait sur eux. Puis bon, ce qui est le wagon Ferrari-Norris, ça c'était complètement injouable. En plus, ils ont fait ce double pari stratégique
qui était un peu désespéré, qui n'a pas marché sous le drapeau rouge, de mettre directement les pneus hard. Ils y étaient un peu contraints puisqu'ils avaient 2 trains de hard et un seul train de médium. Donc bah forcément c'est compliqué. Surtout si tu n'es pas capable de ne faire qu'un seul arrêt, parce qu'à la limite, chausser les hard puis faire 2 fois les hard, du coup tu pouvais, parce que au début tu avais démarré en médium grâce au drapeau rouge. Voilà, ça aurait été génial. Un seul arrêt entre guillemets, non, là ils en ont fait 2. Quand on voit que Leclerc a réussi à faire médium sur les 52 tours de course après le drapeau rouge et que les deux Mercedes ont dû faire hard, médium, voilà, je trouve que ça dit tout. Médium, hard, médium. Sinon, à la fin, ils étaient cramés. Voilà, ça en dit long. Bref, gros problème et grosse déception et mauvais résultat. Alors Toto et Lewis ont passé leur week-end à nous dire que c'était très positif, qu'ils avaient compris pas mal de choses, que ça y est, quelque chose était revenu. Bon, j'avoue ne pas l'avoir vu, peut-être qu'ils ont compris que ça va se voir sur les prochaines courses, on a hâte. Lewis Hamilton qui a pour la première fois dominé George Russell ce week-end sur un tour en qualification, il a retrouvé du feeling pour la première fois de la saison dans la voiture. Ça a moins été le cas dimanche où, on va voir aussi, il a eu des dégâts à la suite d'un contact avec Leclerc. Je ne sais pas dans quelle mesure ça a endommagé sa voiture, mais voilà, échanger les positions était logique puisqu'il avait moins de rythme que George. George qui a fait une qualif pas bonne et un Grand Prix un petit peu sauvé sur la fin où il est bien remonté, où il a eu plus de rythme qu'Hamilton aussi. Mais voilà, en tout cas, par rapport à l'écurie Mercedes au global, voilà, c'est un nouveau Grand Prix de déprime et pour l'instant, ils sont 5e, clairement. En revanche, énormément de satisfaction chez Racing Bulls qui confirme largement être la 6e force du plateau et qui profite de la porte ouverte par Lance Stroll pour aller chercher encore un petit point grâce à un Yuki Tsunoda encore, et oui, encore parfait, il n'y a rien à dire pour moi, c'est le 3e meilleur pilote de ce début de saison, seuls Verstappen et Sainz peuvent être considérés comme plus forts à mon sens. Il réalise la qualif parfaite, il peut juste pas faire mieux. Encore une fois, pour la 3e fois cette saison en 4 qualifs, c'est lui qui est l'invité surprise de la Q3 quand Lance Stroll n'y est pas. Grand bravo, c'était parfait. Ensuite, malheureusement, il rate son premier départ, mais se voit offrir une 2e chance avec un 2e départ. Il l'a saisi, il passe de 12e à 9e. Ensuite, il se fait undercutter par Bottas. Hülkenberg aussi lui passe devant, mais il arrive à remonter, notamment grâce à un super arrêt de Racing Bulls. Voilà, je vais me tromper moi aussi. Bref, la course, elle a été très bien gérée par Racing Bulls, par Tsunoda. Il a fait un super dépassement dans les S sur Hülkenberg. Magnifique, magnifique. Le tout à domicile en devant s'arrêter 3 fois. C'était compliqué, c'était long, mais Tsunoda était parfait. Il va chercher un superbe point, c'est mérité. Là, pour moi, avec ce début de saison, il est en train de changer de dimension, de s'offrir une toute nouvelle crédibilité, de devenir un vrai pilote de Formule 1. Exactement ce qu'on lui demandait depuis quelques saisons et que je n'arrivais pas à voir. Là, je le vois. Bravo. Il faut évidemment pas faire retomber le soufflet, mais là, il est en train de s'ouvrir des perspectives. Ricciardo, lui, est évidemment toujours derrière, moins performant, mais il va dans le bon sens. On l'avait dit dans la vidéo de la semaine dernière, il n'est pas si loin que ça, et on l'a vu, là, il a fait une très bonne qualif, il se qualifie juste derrière. Je crois qu'il n'y a que 55 millièmes qui les séparent pour le passage en Q3, donc ça, c'est très bon, même si évidemment, à terme, et même dès maintenant, on attendait que Ricciardo soit devant, mais il sorte un très bon Yuki Tsunoda. Voilà. Il n'a pas roulé le vendredi en plus, donc vraiment, c'était très positif jusqu'au samedi. Malheureusement, il a fait que 2 virages. Je ne vais pas le tenir spécialement responsable de cet incident, même si voilà, quand même, c'est lui qui fait la faute en allant vers Albon. C'est un incident du départ, je l'ai dit tout à l'heure. Mais bon, ça ne va pas l'aider à refaire sa cote, à prendre des points et à aller vers le haut. À Shanghai, il va devoir se rappeler aux très bons souvenirs du passé qu'il a là-bas et aller de l'avant, le tout avec un nouveau châssis. Bref, il faudra qu'on voit un nouveau Daniel Ricciardo sur les prémices du très bon qui a été fait en qualif. On continue de descendre, c'est la promesse du Dépris, on évoque tout le monde avec As qui est bel et bien la 7e force du plateau. On le sait, la voiture cette année, elle brille moins en qualif qu'en course, c'est l'inverse de l'an dernier. Forcément, du coup, ils partent un peu plus bas, mais au moins, ils existent dans les courses. Le tout grâce notamment à un excellent Nico Hülkenberg, irréprochable en qualif et auteur d'une superbe remontée en course, puisqu'il a totalement foiré son 2e départ. Il se retrouve, je crois, dernier ou avant-dernier. Et après, il a fait une remontée énorme avec un rythme génial. Il a quasiment été jusqu'à embêter Tsunoda. Et à la fin, il n'y a que ce superbe Yuki sur une meilleure voiture et Lance Stroll sur une bien meilleure voiture qui lui sont devant. Donc voilà, ça, c'est énorme pour As de pouvoir compter sur une voiture qui est présente le dimanche et un top Nico Hülkenberg. Malheureusement, il en manque encore un peu.
Par contre, Magnussen, c'est dur, il sort en Q1, même si l'écart n'est pas spécialement énorme. Il fait une bonne course propre et correcte, mais il se fait mettre à l'amende quand même par Hülkenberg. Enfin, c'est bien, mais il est bien moins performant, c'est clair et net, et voilà, ça coûte cher. Il ne sert quasiment à rien pour As du coup. En tout cas, chez As, tout se passe bien pour l'instant, bien mieux en tout cas qu'il n'aurait pu l'espérer ou l'envisager. Il en manque un peu pour jouer totalement les points ou la porte des points, mais il y a un package qui va arriver en Chine, une course plus tôt que ce qu'il était prévu. Ça aussi, ça montre que tout se passe bien, que tout est plutôt smooth. La base est bonne, c'était déjà pas sûr, pas gagné. Maintenant, il faut voir les évolutions. On sait que les évolutions, c'est leur gros point noir. Dès qu'ils en introduisent, ça part en steak. Est-ce que As a changé? On aura un début de réponse en Chine. Et puis ensuite, on a 3 écuries que je trouve vraiment en dessous. Alors c'est peut-être un petit peu dur pour Sauber, mais je continue de penser que voilà, ils sont trop loin des points, ils ne peuvent pas les jouer, ni même en être à la porte. Ils sont dessous As. En qualif, Bottas a montré quand même pour la première fois de la saison que cette voiture avait un petit potentiel. Elle était dans le match, il se qualifie 13e, ce qui n'est pas tout mal non plus. Et en course, il a vraiment été bon, il a été dans le match, il a fait des bons départs, il a undercuté Tsunoda, il se retrouve à un moment donné en position plutôt favorable. Mais bon, voilà, il en manque. Tsunoda, Stroll et les deux As finissent devant. Pour moi, c'est le signe que Sauber est encore un petit peu trop à la ramasse. On note aussi encore un arrêt de 4 secondes, même si finalement pour eux, 4 secondes, c'est presque ultra rapide. Et aussi un Guan Yu Zhou en grosse difficulté, pas aidé par l'abandon sur souci de boîte mécanique, mais encore une fois, dernier en qualif, il peine vraiment. Et le rythme en course ne partait pas pour être absolument génial. Donc ouais, dur pour Guan Yu qui est vraiment dominé. Là, pour le coup, je demandais à Bottas de montrer la différence. Depuis quelques courses, on peut même revenir à la fin de saison dernière, on la voit, c'est pas mal. Chez Williams, c'est la galère, outre ce manque de châssis de rechange qui fait craindre à chaque accident, qui est vraiment une situation compliquée et qui montre à quel point l'écurie a du retard dans beaucoup de domaines. Et bien côté sportif, ça ne va pas. La voiture, elle a perdu son énorme avantage en ligne droite sans gagner vraiment quelque chose ailleurs et elle est très dure à régler. Résultat, pour l'instant, ils ne sont pas compétitifs, ils ne jouent pas avec les As et les Racing Bulls. En plus, ce qui n'arrange pas pour eux, c'est que Alexander Albon est dehors au bout de 2 virages. Donc à partir de là, la course, elle est complètement cramée. Et on a notre Logan Sargent qui a fait un week-end quand même assez délicat. Le crash vraiment très bête en FP1 alors que la voiture doit être préservée à tout prix. La qualif, bon, il est qu'à 2 dixièmes d'Albon quand il se fait sortir, mais ça reste une 19e place sur la grille. Et puis la course, elle se passe derrière et il y a cette énorme erreur à la fin. C'est compliqué évidemment, Lance Stroll qui ne... je l'appelais Lance Stroll, réflexe, mais Logan Sargent qui ne prend pas du tout un bon chemin pour la suite de sa carrière. Et puis on a Alpine, voilà, quelle déprime, on sait que ça ne va pas, etc. Mais à ce point, là ils avaient des petites améliorations, ils perdaient aussi un petit peu de poids, ils avaient fait une qualif un petit peu meilleure que d'habitude, donc on était passé en Q2. Je me disais, voilà, ils vont peut-être au moins pouvoir jouer avec les Sauber, les As, les quelques personnes autour de la 12e, 13e place. Catastrophique. Alors, ils ont fait le pari aussi, comme Mercedes, des hards sous le drapeau rouge. Ça a été très mauvais, ils ont été des proies faciles. Il faut dire que les deux pilotes ont eu des dégâts suite à leur accrochage du deuxième départ, un accrochage totalement malheureux, personne n'y peut spécialement rien. Gasly, lui, a eu vraiment de gros dégâts, ce qui explique qu'il était à ce point largué quand même. Bref, on peut tourner autour du pot comme on veut, dégâts, pas dégâts. Voilà, pour moi, Alpine, hier, aujourd'hui, parce qu'on est encore dimanche, était la 10e force du plateau. Voilà, la triste réalité. Je pensais que ça allait un peu mieux. C'est pas le cas. Donc attention, il va falloir faire évoluer cette voiture et désormais vite. Heureusement pour eux, ils peuvent compter sur un Esteban Ocon qui fait vraiment le maximum. Clairement, Gasly lui a pas mal de difficultés en termes de rythme, un petit peu, mais c'est aussi surtout le cas en termes d'optimisation, de préparation, notamment en qualif, sur les tours de sortie, sur la boîte de vitesse, ce genre de petits détails qui font que Pierre est pour l'instant un petit peu derrière. Voilà, Alpine, on a juste envie d'aller s'enterrer et d'aller pleurer. Allez, un point très rapide sur les classements où Verstappen reprend 14 points d'avance sur son nouveau dauphin, Perez à la 2e place, suivent les deux Ferrari, Sainz 4 points derrière Leclerc malgré un Grand Prix en moins, Norris double logiquement Piastri, puis on retrouve Alonso entre les deux Mercedes et notre ami Lance Stroll qui clôture le top 10 pour l'instant. Côté équipe, Red Bull prend désormais 21 points d'avance sur Ferrari, la lutte au constructeur pour Ferrari, on la croyait belle. Bon, si Perez est à ce niveau, ça va être compliqué, mais en tout cas les rouges ont pris pas mal d'avance sur la 3e place de McLaren. Mercedes, elle, conserve son petit point d'avance assez miraculeux sur Aston Martin, quand Racing Bull a concrétisé encore une fois et confirme qu'elle est la 6e force.
Voici également les notes sur 10 qui seront ajustées grâce à vos votes dans le Google Doc présent en description et grâce aux beaux arguments que vous allez apporter dans la paix et dans la joie en commentaire. Vous le savez, c'est le principe du Desprix, ça donne une moyenne générale que vous pouvez retrouver aussi dans la description. Je ne m'étale pas, on retrouve en haut les meilleurs pilotes du week-end, ceux qui ont fait le maximum. Je n'ai pas noté Albon parce qu'il fait vraiment 2 virages et il fait le maximum en qualif. Par contre, j'ai noté Ricciardo parce que c'était quand même pas tout mal le samedi. Voilà, il y a cet accident et ça lui remonte sa moyenne d'avoir ce 5,5. Voilà, je voulais montrer que ce week-end c'était un petit peu mieux, donc j'ai laissé la note. Vous me donnerez vos avis. Je veux bien votre avis aussi sur la note entre Russell et Hamilton. Souvent, vous m'aidez à la corriger. Leclerc, Bottas, voilà. Vous me donnez vos avis comme d'hab et on ajuste. Vous voyez aussi les équipes, c'est un petit peu plus clair puisque ça se base plus sur la performance pure et sur l'exécution. Donc la note est un peu plus mécanique, j'ai envie de dire. À vos votes, à vos commentaires. Et puis voilà, ça va être tranquillement la fin de ce Desprix qui a été très long, je pense, mais il y avait beaucoup à dire finalement malgré un Grand Prix assez classique où il ne s'est pas passé grand chose. On est toujours là pour discuter du niveau des équipes. Bref, abonnez-vous, likez si la vidéo vous a plu et on se quitte avec Enzo Ferrari qui remarque que si Ferrari fait 3e et 4e dans ses mauvais jours, c'est que vraiment, 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 le vent a tourné à Maranello. À bientôt.